Attends, mon cœur. Ouais, c'est la caméra. D'arriver à ce moment-là, je vous donnerai plus de détails sur comment a démarré cette initiative, mais je voudrais déjà d'emblée que vous répondiez à mail parce que nous tenons absolument à ce que maman Aziza Aziza Zohra Batiakot, qu'elle est à l'écoute Yarim, en bonne santé, et qu'elle puisse être avec nous encore dans toutes les joies vers Alors, c'est pas un hasard que ce soit tombé comme ça, je vous le dis, hein, c'est Mina Shamaim que ce soit tombé cette Akhnasat Sefer Torah à cette date-là, parce qu'en vérité, l'année de notre papa, Yitzhak Ben Moshe, est en Tammuz. Mais comment s'est sortie cette date-là? Mina Shamaim, je vous l'expliquerai. Mais d'abord, je voudrais mettre l'accent sur cette initiative de Sefer Torah. Comment est-ce qu'elle est démarrée? Elle a démarré par une discussion comme ça entre Marcel et Tzahi. En sortant du Beth Midrash, Tzahi dit à Marcel, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un Sefer Torah pour les Ilouï Nishmat Papi? Marcel dit, tu as raison, c'est une très bonne idée. Bien, on va essayer de s'engager. C'est vrai que l'initiative a commencé comme ça. Nous remercions Tzahi. Merci. D'autres aussi ont beaucoup participé à cette initiative, mais je veux particulièrement remercier M. Akmoun Gera, qui est le beau-père de Tzahi, qui nous a beaucoup aidés aussi dans cette initiative, en nous soutenant bien sûr moralement, financièrement. Donc nous remercions très vivement M. Akmoun et il ratsonne que ces initiatives, vous pouviez encore les renouveler encore et encore et encore, et que ça vous apporte que du bonheur à vous et à vos enfants, M. Akmoun. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce qui est de l'initiative. Maintenant, je vous ai dit, comment ça se fait que Mina Shamaim se soit tombé cette date-là et pas une autre? Regardez comment les choses sont bien faites. On se trouve entre Parashat Beshalach et Parashat Yitro. On est dans Parashat Beshalach qu'on appelle Shabbat Shira. On a tous chanté dans les synagogues le Az Yashem Moshe, Ashirak et Shilag Moshe. Et regardez que la dernière mitzvah de la Torah, c'est celle qui est inscrite ici, la 613e mitzvah de la Torah, Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot. Et maintenant, voici l'ordre que nous avons, c'est d'écrire ce chant. Il ne s'agit pas simplement d'un chant, mais il s'agit de toute la Torah. C'est ici que nous avons l'obligation d'écrire, nous avons le devoir, chacun, d'écrire un Sefer Torah. Et je vais aller un peu plus loin, pour vous dire comment les choses sont bien faites. Vous savez que, et le Sefer pourra nous le confirmer, que pour écrire un Sefer Torah, pour écrire une mezouza, pas obligatoire pour des tunis, nous avons le devoir de faire ce qu'on appelle, la Gemara Megillah, elle nous dit de tracer, de faire des sirtout, de faire des traits, afin que le Sofer, bien sûr, puisse écrire dessus. Et les Haronim se posent la question, ils demandent, mais
À quoi sert de faire ces traits? Bon, il y a une discussion, mais ce qui ressort de beaucoup d'Aharonim, c'est qu'on fait ce genre de traits pour que le Sefer Torah ait un bel aspect. Un bel aspect, une belle écriture. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait ces lignes. Et pourquoi enjoliver cette mitzvah? Eh bien, les Chachamim ils disent parce que nous avons un principe de Ze'eli ve'Andeo, que chaque mitzvah, on se doit de quoi? On se doit de l'enjoliver. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut l'enjoliver? De cette phrase Ze'eli ve'Andeo. Alors cette phrase, vous l'avez tous prononcée quand hier dans la Shira, on le dit tous les jours. Ze'eli ve'Andeo, c'est ce que les bénis Israël ont entonné lorsqu'ils ont chanté le Az Yashir Moshe. La question que je me suis posée, pas vraiment, pas que je me suis posée, mais que j'ai vue. Ze'eli ve'Andeo, c'est de là que les Chachamim disent qu'il faut enjoliver toutes les mitzvot. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre référence que de prendre Kiryat Yamsouf et de dire voilà, c'est d'ici que toutes les mitzvot on apprend qu'il faut les enjoliver? Il n'y a pas une autre référence, c'est juste cette phrase-là, juste Kiryat Yamsouf, juste cet événement qui doit nous montrer qu'on doit enjoliver toutes les mitzvot. Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est d'ici et pas d'autre part. Vous savez que lorsque Kadosh Baruch Hu nous a fait traverser la mer Rouge, il aurait pu se satisfaire de nous faire traverser la mer Rouge comment? Ouvrir la mer et on traverse. C'est tout, c'est déjà en soi une grandesse. Mais Kadosh Baruch Hu ne s'est pas suffi de ça. Les Midrashim nous disent que pendant cette nuit de la traversée, Kadosh Baruch Hu nous a fait un aquarium géant dans lequel on pouvait voir les poissons. Il nous a fait un jardin botanique extraordinaire. C'est-à-dire que cette traversée finalement de Kriyat Yamsouf ne s'est pas faite tout simplement. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit allez, venez, vous allez traverser. Non. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que cette traversée soit faite dans les bonnes conditions. Eh bien, c'est normal que maintenant chaque mitzvah que l'on doit faire, nous aussi on se doit de quoi? Pas simplement de la faire, tout simplement, mais de lui mettre tous les décors autour. Et c'est pour ça que nous faisons, encore une fois, ces circuitim, ces traits dans le niveau du Sefer Torah, et que nous essayons de l'enjoliver, et c'est notre devoir d'enjoliver toutes les autres mitzvot. Voilà donc ce rapport, enfin, Mina Shamayim, comment ça se fait que c'est tombé comme ça? C'est Mina Shamayim que les choses soient faites ainsi. Alors voilà, j'espère que nous allons, Be'ezrat Hashem, donner un scout à chacun. Le premier à qui nous avons voulu, alors je vais vous dire, on a les 51 lettres qui sont prévues, il y en a 27 qui sont réservées, d'autres seront donc mises aux enchères. La première des lettres, nous avons voulu donc la donner à M. Gérard Akmoun. S'il vous plaît, Péravol, venez le scout d'avoir. השם הטוב חג'י בן מרדכי שזכה להיות חלק בכתיבת הספר תורה הזה מלכה דעמו ובחדים ונקייתה שלא תמיש התורה מפיו ומפי זרעו וזרעו דור עולם וסותת בת תגן עליו על כל במשפטו ועל כל יוצא חלציו ויזכו לרעת וגדל התורה ולאבירו טובה וברכה ויזכה לעורך יושת חיים גדולות איתנה ומורן עליה לפרנסה טובה וישענו אל ברכה לברכה להצלחה בכל מעשי ידיו לעבודו יתברך אמן כן יהי רצון.
n'aligne pas les lettres, de façon à mettre le transparent sur le Sefer Torah, et puis comme ça, il pourra lire le Sefer Torah de façon à l'aise. Donc voilà, je vous soumets la question si vous avez la réponse, mais entre-temps, on va donner la main bien sûr à Yaakov qui est entré de la lettre Vav. C'est la première fois qu'on assiste à autant de monde pour nommer Shaliach. Donc regardez s'il vous plaît. Et l'on nommait tous Shaliach.
Vous faites la plupart, la jonction, moi je viendrai celle de Belfort. Là, vous voyez la barre, elle ne touche pas la barre. Vous faites cette jonction là. Là, vous dites à Rémi Côté, les chefs du chef, c'est fait autonome. Voilà, il en reste 3 lettres. Les 3 dernières lettres. Eh ouais. 3 dernières lettres aux enchères. Les 3 dernières lettres aux enchères avant de... Fermez les portes, s'il vous plaît. Tout le monde rejoignez vos places. Nous allons donner donc la parole au Maharaj Yatra, Maharaj Dayan, Chaque fois que nous assistons à la simha de l'intronisation d'un Sefer Torah, il est clair que c'est un moment spécial parce qu'on prend conscience de la dimension de la Torah. On se confond avec la Torah qui est l'essence même de tout l'univers. Mais il me semble que par rapport à chaque organisation de l'intronisation d'un Sefer Torah, il y a toujours des éléments spécifiques. Et en l'occurrence, je voudrais essayer de vous dire qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'intronisation de ce soir. En tous les cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. La Torah, il nous a parlé de l'édification du Mishkan en long et en large. Et puis elle est arrivée à un moment donné où elle nous prescrivait tout le descriptif de la construction de Aaron HaKodesh. Et il y avait en fait 2 phases. La Torah nous décrit dans une première phase la construction de l'arche elle-même, c'est-à-dire de la boîte en bois qui était recouvert d'or de l'intérieur et de l'extérieur. C'était le Aaron proprement dit.
Et dans une deuxième phase, la Torah nous a parlé dans une paracha à part de la construction, de la fabrication du couvercle du Aaron, de la caporette. Vérifiez dans Parashat Touma, vous allez voir qu'il s'agit de deux recommandations distinctes. Et voilà que la Torah, lorsqu'elle a conclu le descriptif de la fabrication du Aaron, juste à la fin, elle nous précise Ve'el ha'aron titen et ha'edut asher eten elecha. Et à l'intérieur du Aaron, tu placeras les tables de la loi, la Torah que je vais te donner. N'oublie pas de la mettre à l'intérieur de l'Arche Sainte. Puis on arrive à la fabrication de la caporette. Et la Torah nous précise, il fallait qu'elle soit épaisse de 10 cm d'or massif. Sur cette caporette, il y avait les chérubins qui émanaient de la caporette elle-même. Et puis il est dit, Vinatata et ta caporette à la Aaron. Et encore une fois, la Torah nous précise, Vinatata et la Aaron et ta Edout, Asher eten elecha. Encore une fois, la Torah nous précise, au moment où elle nous parle de l'installation de la caporette sur le Aaron, la Torah nous précise, et tu mettras à l'intérieur de Aaron les tables de la loi, la Torah que je vais te donner. Rachi, sur le champ, se pose la question et il dit, le yadati, la manikfal. Je ne sais pas pourquoi la Torah a eu besoin de répéter encore une fois qu'il fallait placer à l'intérieur de Aaron les tables de la loi et à Edout. Mais il a déjà dit avant. Et Rachi répond, V'yesh lomar, c'est une proposition personnelle. Il n'apporte pas ça au nom de Hazal. Il dit simplement Yesh lomar, que la Torah a eu besoin de nous répéter cette recommandation de placer les tables de la loi à l'intérieur de Aaron pour nous dire qu'il faudrait les placer avant de mettre le couvercle. C'est-à-dire que si la Torah avait mentionné une seule fois cette recommandation d'installer les tables de la loi à l'intérieur de l'Arche Sainte, moi j'aurais pu comprendre qu'on va finir de construire, de fabriquer l'arche dans sa totalité, c'est-à-dire avec son couvercle, et puis quand on va recevoir les tables de la loi, on va ouvrir l'arche, et on va placer à l'intérieur de l'arche les tables de la loi, et on va le refermer. La Chine dit non, avant de mettre le couvercle sur l'arche, il faut d'abord en amont placer les tables de la loi à l'intérieur de l'arche. Cette répétition, elle est venue en fait pour nous dire, au moment où je suis en train de te parler, Venatata et ta caporette à la Aaron, pendant ce moment-là que je suis en train de te parler de la couverture effective de la caporette sur le Aaron, je te dis, mais attends, mais d'abord il faut mettre les tables de la loi. C'est comme ça que Rachi répond. Pourquoi la Torah a besoin de nous répéter? C'est pour écarter cette éventualité qu'on va fermer le Aaron et après on va le rouvrir quand on recevra les tables de la loi et on va placer les tables de la loi à l'intérieur de Aaron et après on va le refermer. Pour écarter cette éventualité, la Torah a répété au moment où on nous parle de la mise de la caporette sur le Aaron, il faut mettre d'abord les tables de la loi à l'intérieur. Rachi nous dit cette explication, on l'accepte avec tout le kavod, mais il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et quel mal y a-t-il si on aurait fini réellement toute l'édification du Aaron, qu'on aurait mis le couvercle sur le Aaron, et puis on va attendre Matan Torah, et lorsque Moshe Rabbeinu descendra avec les tables de la loi, eh bien on fera le nécessaire pour mettre les tables à l'intérieur de Aaron. Pourquoi il fallait absolument, avant de mettre le couvercle, il fallait mettre d'abord les tables? Ça veut dire que finalement, même une fois qu'on a fabriqué le Aaron avec son couvercle, le couvercle est resté toujours déconnecté du Aaron. Il était à part. On ne l'a jamais mis sur le Aaron tant qu'on n'a pas mis d'abord les tables de la loi. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça?
j'ai vu un wort fantastique, extraordinaire, de Rav de Brisk Zatzal. Il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, il y avait plusieurs objets sacrés à l'intérieur du Mishkan. Il y avait la menorah, il y avait le Mizbeach Hazav, il y avait la table où on plaçait les pains de proposition, il y avait le kior, et il y avait aussi l'arche sainte. Il dit qu'il y avait une différence radicale entre tous les objets d'un côté et l'arche. Il explique la façon suivante. Il dit que tous les objets sacrés, comme la menorah, ou bien comme la table, c'est ceux qui avaient un objectif. Ils étaient fabriqués par rapport à une utilité qu'on allait mettre en application avec ces outils-là. La table, elle allait servir pour qu'on place là-bas le pain. La menorah, elle allait servir pour qu'on allume les veilleuses régulièrement. Le mizbeach, il servait pour qu'on allait faire la consommation des encens. Chaque objet, il avait une utilité. Mais, il dit que même s'il n'y a pas cette utilité, l'objet est quand même fini en tant que tel. C'est-à-dire que même si on n'a pas de pain, pour mettre sur la table, il faut quand même mettre la table à sa place au Beth Amikdash. C'est-à-dire que la réalité du sens de l'objet n'est pas tributaire de l'utilisation de l'objet. La table, c'est une table en tant que telle. Le mizbeach, c'est un mizbeach en tant que tel, même si on ne l'utilise pas. Seulement après, bien entendu, on va l'utiliser pour brûler les encens sur le mizbeach, et ainsi de suite pour la menorah, pour allumer les veilleuses. Mais l'utilisation de l'objet, ce n'est pas ça qui octroie à l'objet son identité. La menorah, c'est une menorah en soi. Tandis que l'arche sainte, en fait, c'est uniquement en plaçant les tables à l'intérieur de l'arche qu'on a finalisé l'édification de l'arche. Ce qui donne tout le sens à Aaron HaKodesh, c'est la présence de la Torah à l'intérieur. Et en réalité, l'utilisation qu'on fait de l'arche, en installant la Torah à l'intérieur de l'arche, ce n'est pas simplement une utilisation. En fait, c'est ça qui finalise sa construction. La finalisation de l'édification de l'arche, elle se fait par l'installation de la Torah à l'intérieur de l'arche. Et tant qu'on n'a pas mis la Torah à l'intérieur de l'arche, c'est un objet bénin, comme une boîte profane qui n'a aucun sens. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans le Bayit Sheni, il y avait tous les objets sacrés, sauf Aaron HaKodesh. Dans le Bayit Sheni, on a construit des menorot, on a fait la table, on a fait des Hazav, mais le Aaron, on n'a pas fait un nouveau Aaron. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les tables de la loi. Et du moment qu'on n'avait pas les tables de la loi, ça n'a aucun sens. En réalité, tout le sens de Aaron, il ne s'acquiert que grâce à la présence de la Torah à l'intérieur. Vous avez parfois des édifices autour de vous, vous avez des locaux, et matériellement parlant, on a finalisé la construction nécessaire au niveau immobilier. Mais en réalité, quand il s'agit de la Torah, quand il s'agit d'un Beth Midrash, quand il s'agit d'une yeshiva, la finalisation et la conclusion de la construction de la yeshiva, ce n'est pas lorsqu'on a fini tous les travaux de maçonnerie, c'est uniquement lorsqu'on a placé à l'intérieur de cette yeshiva la Torah. Quand on a placé la Torah à l'intérieur de la yeshiva, à ce moment-là, j'ai fini d'édifier la yeshiva. Mon rêve de la bataille. Aujourd'hui, on est en train de fêter le Sefer Torah de Ilou Nishmato Shel Yitzhak Ben Moshe Zichrono Livracha. Je pense qu'il y a un jour particulier parce que vous comprenez bien que ce n'est pas une intronisation indépendante. C'est une intronisation d'un Sefer Torah qui s'est fait dans un objectif de l'installer dans un Beth Midrash, un nouveau Beth Midrash qui a été Baruch Hashem mis sur pied, fondé par la descendance de celui pour lequel il y a cette intronisation-là. Le Sefer Torah il s'insère dans cet esprit de finalisation d'une entreprise de Torah. C'est une autre dimension à la bataille. C'est une autre dimension. On ne veut pas se faire le Sefer Torah comme ça. C'est une dimension qui nous définit exactement
quelle est la finalité de la Torah, quelle est la finalité de tout ce qu'il y a autour de nous, quelle est la finalité d'un local ou d'un Beth Midrash. La finalité, c'est quand il y a sa spiritualité. Et Baruch Hashem, tout à l'heure, on va aller tous sortir ensemble sous la choupa pour aller finaliser l'édification du Beth Midrash B'nat Hashur B'Shu'at. Obligé de la respecter, hein. Non, mais non, c'est pour manier. Ouais, je sais, mais c'est hyper émouvant, c'est horrible. J'entends, pourquoi t'as fumé mes dents? On voit que ça. On voit que ça. C'est quoi cette chanson? Merci Raphaël pour ces paroles, je crois que beaucoup d'entre nous l'ont compris. Je tiens maintenant que aussi ma tante Rachel Elena, la sœur de mon père, J'étais où ça? C'est beau ça. J'ai mis aussi, tu vois, je suis pas embêtant les gens. Non, mais ils sont géniaux, voilà, frappez. Désolé, non, je suis désolé, d'ailleurs, je vais frapper, je dis, j'ai l'intention de pouvoir le frapper. Est-ce que je vais le frapper?
Prends une photo avec ça. Bravo. Avec moi, avec moi. C'est superbe.
Yisrael
לחגגס ישועתו, מתים לחייב ברוב חסדו, ברוך אדי השם תהילתו. שלא תצא לעיקרי